Damien Dornick, bonjour. Vous êtes donc chargé de recherche au Centre de physique des particules de Marseille et vous êtes spécialiste des neutrinos, puisque sous cette appellation mystérieuse de particules fantômes qui donne son titre à votre intervention, c'est bien de cette particule, le neutrino, cette particule élémentaire, quasi insaisissable, mais pourtant acteur principal d'une révolution en cours en astronomie et peut-être porteuse d'un renouveau de la physique fondamentale que nous allons discuter maintenant avec le public et avec les internautes sur le hashtag du forum du CNRS. Alors pour commencer, je propose que nous fassions les présentations de cette particule, le neutrino. C'est une particule élémentaire, au même titre que les quarks ou que l'électron, et c'est une particule qui se trouve en très grand nombre dans l'univers. C'est une particule tout à fait commune, le neutrino. Damien Dornick. Oui, c'est la particule de matière la plus nombreuse dans l'univers. Il y en a en moyenne 400 qui est dans le pouce toutes les secondes, qui traversent à une grande vitesse. On sait qu'on produit des neutrinos nous-mêmes. On en produit environ 4000 par seconde. Le Soleil est notre plus grande source de neutrinos à l'heure actuelle. Il y en a environ 65 milliards qui traversent le pouce par seconde. Donc c'est une particule qui est extrêmement commune, mais qui est la particule à l'heure actuelle la moins connue dans ses propriétés. Alors quand vous dites c'est la plus commune, si on compare par exemple au nombre de protons ou d'électrons qu'il y a dans l'univers, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? C'est grosso modo, ça dépend de l'énergie en fait. C'est vraiment, si on prend les neutrinos du Big Bang, c'est un nombre qui est infiniment plus grand que le nombre de protons. À plus haute énergie, il y en a à peu près équivalent. C'est vraiment une particule qui est commune. On sait qu'il y en a, on est traversé en permanence par des neutrinos. La difficulté, c'est de les détecter, justement. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite, parce que si effectivement elle est très commune, vous venez de le dire, il y en a en permanence dans cette salle qui nous traverse, elle est quasiment insaisissable, elle interagit très peu avec la matière. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette propriété particulière des neutrinos, Damien Dornick ? Donc voilà, c'est une particule qui est très très petite et qui interagit très très peu. Grosso modo, si on voulait les arrêter, il faudrait mettre une année-lumière de plomb, et là on a une grande chance de les arrêter. Mais c'est à peu près tout. On voit que par exemple, si on met un électron, on met une feuille de papier, il est arrêté. Là on a besoin de masse gigantesque pour l'arrêter. Il peut sortir du cœur d'une étoile. C'est la seule particule qui nous renseigne justement du cœur d'une étoile. Parce que c'est tellement dense qu'on n'a aucune autre particule. Si on prend la lumière, on ne voit que la surface. Et donc justement, c'est tout l'intérêt pour les astronomes de neutrinos dont vous êtes, parce que si pour les physiciens des particules, ça pose le problème de comment capter cette particule, et des problèmes à vous aussi les astronomes, mais c'est tout l'intérêt des neutrinos, puisque comme vous le disiez, si je regarde le Soleil comme ont l'habitude de le faire les astronomes, c'est-à-dire à partir de la lumière qu'ils nous envoient, on va avoir accès à la surface de notre étoile. Exactement, on voit que la surface, que l'atmosphère en fait. Même si on varie les longueurs d'onde, on ne voit que l'atmosphère. Et si on voudrait faire une radiographie du Soleil, un peu comme on fait avec le corps humain, pour voir l'intérieur, le seul moyen, c'est avec des neutrinos. Et c'est la première source non terrestre de neutrinos qui a été détectée, c'est avec le Soleil. Et quand vous dites qu'on peut faire une radiographie, c'est parce que contrairement à la lumière qui vient de la surface, les neutrinos, eux, viennent du cœur du Soleil, ou en tout cas de toutes les couches du Soleil jusqu'à son cœur. Et donc si on arrive à attraper ces neutrinos du Soleil, c'est l'intérieur du Soleil que l'on va photographier. Je mets photographie entre guillemets. Voilà, ça revient à ça revient à faire une sorte de photographie. Alors en fait, on utilise le neutrino comme un messager. Il porte une information, sa saveur, on va dire son type, son énergie, et chaque énergie signe un processus particulier. Et on est capable de remonter à ce qui se passe dans le Soleil. Par exemple, qu'il y a la fusion de 2 atomes d'hydrogène dans l'atome d'hélium qui produit de l'énergie. Et tout ce qui se passe réellement, toutes les réactions nucléaires, elles sont signées par elles produisent des neutrinos. Et en détectant ces neutrinos, on est réellement capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le Soleil. C'est vraiment comme ça qu'on sait, qu'on valide le modèle qu'on appelle standard du Soleil de production de l'énergie. On sait quel est le réservoir, la quantité d'énergie à l'intérieur. Donc c'est pas tant qu'on fait une véritable photographie, qu'on va produire une image, mais en tout cas on va renseigner les propriétés du Soleil, les phénomènes physiques qui se produisent en son sein. Si on regarde une photographie du Soleil en neutrinos, c'est pas très joli, c'est un point. Mais si on regarde
de manière plus générale, ces informations sont essentielles pour connaître ce qui se passe à l'intérieur des phénomènes. Donc le Soleil, on vient d'en parler, mais il y a une astronomie naissante, on va en parler tout de suite, des neutrinos, pour observer, pour documenter un certain nombre de phénomènes astrophysiques encore très mal connus, qui sont essentiellement des phénomènes de très haute énergie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces phénomènes que l'astronomie de neutrinos naissante se propose d'observer et d'étudier plus en détail ? Donc, ce qu'on essaye d'étudier, en fait, c'est les phénomènes les plus extrêmes et énergétiques de l'univers, qui sont en fait reliés à la fin de vie des étoiles. Lorsque vous avez une étoile qui est très massive, son cœur va, à force de créer des éléments lourds, va commencer à se densifier, et quand la gravité va être plus grande que la force nucléaire, il va se produire un trou noir, et l'étoile va s'effondrer sur elle-même et créer ce qu'on appelle une supernova. Et lors de ces processus, il y a émission de ces neutrinos. Et c'est une façon de renseigner. On va étudier les neutrinos comme messagers, un peu comme la lumière, pour se renseigner sur ces phénomènes et qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est toujours pareil. Donc la fin de vie des étoiles, l'explosion des étoiles et leur transformation d'une certaine manière en trou noir. Si on regarde ce type de phénomène en astronomie classique, c'est-à-dire avec la lumière, qu'est-ce que l'on observe et qu'est-ce que l'on ne voit pas ? Alors, ce qu'on observe essentiellement, c'est par exemple sur une supernova, on observe grosso modo la lumière émise. Mais donc ça fonctionne assez bien. On a un modèle de supernova qui fonctionne. Mais ce qui se passe à l'intérieur, comment une supernova est lancée, comment elle explose, quelles sont les réactions nucléaires qui fait, comment on crée les éléments plus lourds. À l'heure actuelle, c'est un mécanisme qui est assez peu contraint. On a détecté une seule supernova en neutrinos en 1987, qui est à l'heure actuelle notre seule et unique supernova qu'on a détectée. On espère en détecter bien sûr une autre, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc vous l'avez vu en neutrinos, c'est-à-dire que vous avez capté les neutrinos venant de cette supernova, mais avec des moyens encore pas assez fins, pas assez résolus pour pouvoir en dire quelque chose dans le détail. Exactement. En gros, il y a eu une supernova qui a explosé en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, donc à une cinquantaine de kiloparsecs. Il y a eu en moyenne 10 puissance 53 neutrinos émis, donc c'est 1 et 53 zéros. Et on n'en a détecté qu'une quinzaine, malgré que le détecteur faisait 50 mètres par 50 mètres. Il faisait grosso modo la taille de la salle. Un détecteur qui se trouve au Japon. C'est Kamiokande. Kamiokande, voilà. Donc un petit détecteur pour les neutrinos. C'est un grand détecteur pour ce type de neutrinos à basse énergie, mais c'est des détecteurs qui sont assez limités, parce qu'on sait on voit très vite le rapport. On en avait 10 puissance 53 au début, on en a environ 10 puissance 16 qui traversent le détecteur et on n'en détecte que 10. Donc vous avez dit les supernovas, la fin de vie des étoiles. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que l'astronomie de neutrinos, que l'on va décrire plus en détail après, se propose d'étudier ? On cherche vraiment à connaître ces phénomènes extrêmes. Alors on parle de supernova, de trous noirs, de collisions, de grandes structures. Il faut vraiment voir ça comme c'est l'astronomie de l'extrême. On va chercher à découvrir avec ces petits messagers qui sont infiniment petits, des grandes structures qui sont infiniment grandes. On voit qu'un trou noir, c'est gigantesque. Et pourtant, on va les étudier avec ces toutes petites particules qui vont chacune, comme à l'image d'un puzzle, nous donner une pièce petit à petit. Et le but, c'est d'accumuler toutes ces pièces, que ce soit avec de la lumière, avec récemment les ondes gravitationnelles qui ont défrayé la chronique l'an dernier. Découverte grâce à des instruments, des interféromètres de plusieurs kilomètres, qui, eux, renseignent sur la partie dynamique, sur comment se forme un trou noir. Et on va prendre chacun une petite pièce du puzzle. Un neutrino va apporter son énergie, son type, sa direction. Et petit à petit, on va essayer de collecter tout ça pour avoir une image plus générale de ces grands phénomènes. C'est de les comprendre.
Parce que la philosophie finalement générale dans laquelle s'inscrit cette astronomie de neutrinos, c'est celle d'une astronomie multimessager, où on va non plus étudier les objets astrophysiques à partir de la seule lumière qu'ils émettent, mais de la lumière, des ondes gravitationnelles, des neutrinos, peut-être encore d'autres choses. Les rayons cosmiques, c'est exactement ça. On a commencé à faire de l'astronomie uniquement avec de la lumière visible, avec une lunette, depuis Galilée jusqu'au début du siècle dernier. Puis après, on a passé d'autres longueurs d'onde, que ce soit par la radio, par les rayons X, la UV, jusqu'à très haute énergie de l'autre côté vers les gamma. Donc tout ça nous renseigne sur... chacun amène une petite pièce du puzzle. Et maintenant, ce qu'on essaye de mettre en place depuis une vingtaine d'années, c'est très récent, c'est d'utiliser ces neutrinos, parce qu'ils ont des propriétés, comme on a vu, qui sont assez exceptionnelles, pour renseigner, pour faire un complément de la lumière. Alors toute la difficulté, comme vous l'avez esquissé, c'est d'attraper ces neutrinos. À la fois, ils sont très précieux, porteurs de beaucoup d'informations. En même temps, il est extrêmement difficile d'en capter quelques-uns. Et donc, pour ce faire, les astronomes de neutrinos développent des observatoires qui n'ont quasiment rien en commun avec les observatoires classiques, les lunettes, les télescopes. On va regarder tout de suite un schéma de ces observatoires. Et je vais vous laisser commenter cette image qui nous donne le principe des observatoires de neutrinos. Alors, juste 2 mots pour fixer les idées, surtout l'échelle. Le cercle rouge et bleu que l'on a à l'image, c'est la Terre. Donc, la dimension standard de ce type d'instrument, c'est celle de la planète tout entière. Alors, Damien Dornick, je vous laisse nous expliquer le principe de ces observatoires en commentant cette image. Alors, le principe, c'est, comme on a vu, c'est très difficile à détecter. Qui dit très difficile à détecter, on va lui mettre la cible la plus grande qu'on connaisse. Et la cible la plus grande qu'on connaisse, c'est la Terre. Donc, en gros, il faut imaginer ça exactement comme un télescope, hein, c'est le même principe. On a, au lieu d'avoir un miroir et une caméra, on a une cible qui est la Terre et on a une caméra qui va être le détecteur, en l'occurrence, quand on va parler de Antares ou KM3net. Donc, les neutrinos vont être émis par exemple, dans ce cas-là, dans un trou noir. Ils vont se propager en ligne droite, parce qu'ils sont neutres, c'est le gros avantage. Ils arrivent par la gauche, ici, sur l'image. Voilà, c'est celui qui est en bas, là, le trait jaune en bas. C'est ça le gros avantage, ils vont tout droit. Et il y en a quelques-uns qui vont interagir dans la croûte terrestre. Ils vont se transformer en une autre particule. Dans ce cas-là, c'est un muon, qui est en gros un super électron. Et ces particules, elles ont une propriété, c'est qu'elles vont très vite. Elles vont même plus vite que la vitesse de la lumière dans la mer, pas dans le vide. Hein. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, mais dans la matière, on peut y aller. Et ce que ça va produire une légère lumière bleutée, un peu comme ce qu'on voit dans les piscines de réacteurs. On voit, quand vous voyez, des fois on voit des images où ils sont immergés dans une piscine qui est légèrement bleutée. En fait, elles ne sont pas peintes, hein, elles sont juste, c'est juste le rayonnement de freinage des particules qui sont émises. Et c'est cette légère lumière bleutée qu'on va détecter. C'est un peu l'équivalent, c'est le bang sonore quand un avion franchit le mur du son. Et là, c'est exactement la même analogie, mais pour la lumière. Et cette lumière bleue, on va la détecter. Donc, pour la détecter, on a des capteurs qui sont extrêmement sensibles, ce qu'on appelle des photomultiplicateurs. Alors on va y venir juste après, si vous voulez bien, mais juste pour terminer de commenter cette image, hein, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc les neutrinos arrivent par la gauche, ils traversent toute la Terre. Certains d'entre eux, très peu, vont interagir avec la croûte terrestre. Voilà. Des muons vont être émis. Exactement. Et ceux-là, quand ils vont sortir de la croûte terrestre de l'autre côté et pénétrer dans l'océan, voilà, ils vont émettre des particules de lumière, des photons. Exactement. Une question un peu bébête, hein, de naïf. Pourquoi est-ce qu'on n'attrape pas les neutrinos qui viendraient directement par la droite dans l'atmosphère et qui traverseraient l'atmosphère puis pénétreraient dans l'océan? C'est une question de probabilité en fait. C'est que plus la matière est dense, plus il y a d'interaction, de probabilité d'interaction. Et on voit que dans l'atmosphère ou dans l'eau, la densité est très faible, donc la probabilité d'interaction est beaucoup plus petite. Et en plus, le volume est beaucoup plus petit. Et donc, dans le principe de ce type d'instrument, de télescope à neutrinos, la Terre joue vraiment le rôle de la lentille du télescope.
C'est vraiment le rôle du miroir primaire, on va dire. Et elle nous sert en plus de filtre. Parce qu'il y a beaucoup de particules qui sont émises. Par exemple, ici, là, vous voyez, il y a les traits verts qui sont toujours qui arrivent de la gauche. Hein. Voilà, c'est un neutrino ou une particule quelconque. Exactement. Et ces rayons cosmiques, l'atmosphère va être opaque, donc ils vont éclater à une multitude d'autres particules. Et parmi ceux-là, il va y avoir des neutrinos. Et des muons. Et c'est les seules particules qui sont capables de traverser la Terre, c'est des neutrinos. Donc en fait, le télescope, s'il est placé, il ne regarde pas vers le ciel directement, mais il regarde vers la Terre. Donc par exemple, Antares, qui est situé dans l'hémisphère nord, il regarde le ciel de l'hémisphère sud. En fait, c'est un télescope inversé. Il est au fond de la mer et il est tourné vers la croûte, vers le fond de la mer. Vers le fond de la... Et le fait d'être au fond de la mer le protège de tout ce qui viendrait d'au-dessus. Exactement, de tous les parasites, on va dire, qui viennent, qui sont essentiellement dus aux rayons cosmiques, de tout ce qui vient par-dessus. Et il y en a 10 millions de fois plus de ces parasites que ceux qu'on cherche à détecter. D'accord. Donc ça, c'est le principe d'un détecteur de neutrinos. Maintenant, on va voir comment concrètement cet instrument est réalisé. Et donc, lui, ce qu'il attrape, c'est de la lumière. Exactement. Et donc, l'élément de base de ce détecteur, c'est cet objet-ci que vous allez nous décrire, Damien Dornick. Alors ici, c'est un capteur de lumière. Donc, chaque point jaune est exactement un capteur de lumière. C'est ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Comme cette lumière, elle est extrêmement diffuse, ténue, il faut les capteurs les plus sensibles. Et ces photomultiplicateurs, en fait, c'est l'équivalent d'un pixel d'un téléphone. Donc sur un téléphone, il y a des millions de pixels. Nous, on en a 31 pixels, mais c'est des gros pixels, on va dire. Et ils permettent de détecter la lumière. En fait, on détecte la lumière, on le transforme en signal électrique. Et après, le signal électrique, il est transmis, il est converti en signal lumineux encore, et il est transmis par fibre optique jusqu'à la Terre. Et comme on le disait, donc ces photomultiplicateurs, eux, sont installés au fond de la mer. Alors là, on voit une opération d'installation d'une de ces boules de verre. On a l'impression d'assister à une opération d'océanographie, plus que de physique des particules. C'est ça. Donc on travaille avec justement des moyens qui sont océanographiques. Donc ici, vous avez le navire qui s'appelle Castor 2 de l'entreprise Foslev. Et là, on déploie une ligne de détection. En fait, ce qu'on voit essentiellement en jaune, c'est le pied de la ligne. Et la ligne, elle est enroulée comme un yo-yo. Chaque photomultiplicateur, il y en a 18, qui est enroulé sur la sphère. Et en fait, on descend le paquet au fond. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va larguer de manière autonome le petit chapeau là qu'on voit avec les trucs jaunes. Et la boule, elle va se dérouler toute seule et elle va dérouler la ligne jusque de moins de 2500 mètres jusqu'à moins de 2000 mètres à peu près de profondeur. Et donc ça, l'opération prend quelques heures et le déploiement quelques minutes. Et vous avez, pour construire un télescope à neutrinos, vous êtes en train de déployer des centaines de boules de ce type sur des dizaines de lignes, selon un schéma qu'on peut voir ici. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, Damien Dornick ? Donc là, ça montre un schéma de principe du détecteur. Donc on va avoir une centaine de lignes, on espère d'ici quelques années, qui sont ancrées au fond de la mer et qui flottent et qui sont maintenues avec une bouée à moins de 2000 mètres. Donc chaque ligne fait grosso modo quelques centaines de mètres. Il y a 18 boules. Chaque ligne est connectée avec une boîte de jonction. Donc c'est une espèce de multiprise qu'on voit sur la gauche. Et elles sont reliées jusqu'à la Terre. Et on a une station de contrôle qui est à la Seine-sur-Mer, où on fait tout le filtrage, reconstruction des événements. Et là, par exemple, vous avez deux types de traces qu'on essaye de détecter. Où vous avez, par exemple, ce qu'on voyait tout à l'heure, le neutrino qui interagit, qui crée un muon. Là, qui est en rouge. Hein. Qui est en rouge, voilà. Qui crée un cône de lumière légèrement bleuté. Ça, c'est le muon. Voilà, qui, en traversant la mer, qui passe. Et donc, il va de temps en temps toucher quelques photomultiplicateurs. Et tout notre travail va être de faire de la triangulation. On a le temps et la position de chaque boule touchée, et on fait de la triangulation pour calculer la direction du neutrino et ainsi remonter à la direction du muon et ainsi remonter à la direction du neutrino. Alors un tel instrument existe déjà en Méditerranée, c'est l'instrument Antares. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Depuis quand il est installé et quel était son objectif
et les résultats auxquels on est parvenu avec lui. Ouais, Antares est situé à environ 20 km au large de Porquerolles, 2500 mètres de profondeur. Ça fonctionne depuis 2007, donc on a maintenant presque 12 ans de données. Donc ça a très très bien fonctionné. Ça a permis de vraiment de montrer qu'on est capable d'opérer un détecteur dans des conditions qui sont extrêmes. Il faut vraiment voir qu'au fond de la mer, il y a 250 bars de pression. C'est un environnement qui est salé, donc qui est très corrosif, qui est vivant. Il y a des courants, il y a de la vie au fond. Et c'était pas si évident que ça qu'on soit capable d'opérer pendant 10 ans un détecteur et de produire des résultats. Donc Antares a permis vraiment de montrer. Il continue encore à prendre des données à l'heure actuelle, probablement jusqu'en 2020. Et là, on est en train de faire petit à petit une transition de Antares, qui produit encore ses résultats, jusqu'à KM3Net, qui est en train d'être construit à l'heure actuelle. Parce que Antares, d'une certaine manière, était une preuve de concept. Exactement, c'était on va dire, c'est un prototype, mais qui prend vraiment des données. C'est un prototype qui a permis de faire 10 ans de science et d'être très concurrentiel. Et son successeur, c'est donc KM3Net, voilà. Que vous avez cité à l'instant. Lui, il est en cours d'installation au fond de la Méditerranée. Voilà, c'est ça. Donc KM3Net, ça va être la prochaine génération. On sait que Antares était petit comme détecteur. Ça nous a permis c'est quand même 200 mètres par 200 mètres par 500 mètres. Voilà, c'est le volume occupé par les détecteurs. Exactement. Oui, on parle de petits, mais c'est quand même des détecteurs qui sont gigantesques. Ils ne tiendraient pas dans la salle. Et on est en train de faire une seconde génération qu'on appelle KM3Net, qui eux vont être soit beaucoup plus denses pour baisser l'énergie et pour aller faire étudier les propriétés intrinsèques du neutrino. Par exemple, des informations sur la masse. Et ça sera placé au large de Toulon. Donc le détecteur ne sera pas beaucoup plus grand qu'Antares, mais il sera 3 fois plus dense. Et un autre détecteur qui là va être beaucoup plus grand, qui va faire 1 km par 1 km par 1 km. Et là, il va être placé au large de la Sicile, environ à 100 km au sud de la Sicile. Donc en fait, un détecteur en 2 parties. Exactement. La partie sicilienne pour étudier les phénomènes astrophysiques Exactement. dont on a parlé jusqu'à maintenant. Voilà. Et la partie française, mais du même instrument. C'est exactement la même technologie, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un, on le densifie, on réduit les distances entre les lignes et entre les boules. Mais c'est rigoureusement la même technologie et on a accès d'ailleurs aux données des 2 détecteurs parce qu'il y a une zone de recouvrement qui est très intéressante où on a les données des 2 détecteurs. Et c'est ce genre de détecteur qu'on est en train de déployer. Donc on avait déployé 2 lignes sur le site français et 3 lignes sur le site italien. Et là, il va avoir en septembre probablement une autre campagne en mer pour déployer encore 5 lignes de plus. Et donc en Sicile, les neutrinos de haute énergie pour l'astronomie. En France, vous avez dit basse énergie, c'est donc des neutrinos dont l'énergie est plus faible. Exactement. Mais qui, eux, vont servir, on n'en a pas encore parlé, à étudier les propriétés intrinsèques des neutrinos, voilà. Les neutrinos pour eux-mêmes, parce que ces particules sont particulièrement intéressantes. Alors cette fois-ci, pas pour les astronomes, mais pour les physiciens des particules. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, Damien Dornick ? Donc les neutrinos, on sait qu'ils existent depuis maintenant les années 50. On les a détectés, mais leurs propriétés intrinsèques en elles-mêmes, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur masse, on sait qu'elles sont non nulles depuis une vingtaine d'années, mais on ne connaît pas la masse, on ne connaît pas la nature profonde de la particule. Est-ce que la particule est la même que son antiparticule ? C'est une autre propriété. Et après, on ne sait pas, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'il y a... Il y a des violations de symétrie à l'intérieur des neutrinos qui seraient signes de nouvelles physiques. On sait que quand on étudie les neutrinos, ils sont au-delà de ce qu'on appelle le modèle standard en physique des particules, qui était très bien avec les 6 quarks, les leptons, les neutrinos, et le fameux X qu'on a détecté dans les années 2000. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, ce modèle standard n'explique pas du tout, par exemple, quelle est la masse des neutrinos. On sait que s'il faut aller, il faut aller au-delà de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc on a des petites idées, mais on n'a aucune théorie qui est convaincante à l'heure actuelle sur, par exemple, leur masse, qui est la première propriété qu'on espère connaître.
Alors on va entrer plus dans le détail de cette histoire passionnante, mais je propose, s'il y en a, qu'on prenne une question dans le public. Il y a 2 micros en circulation pour ce faire. N'hésitez pas, Damien Dornic est là pour vous répondre en direct aujourd'hui dans le cadre du forum du CNRS. Monsieur, là au milieu. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous aviez à peu près réussi à avoir 10 particules sur 10 puissance 53 particules. Avec un tel système, aujourd'hui, on va vers quelle quantité de particules attrapables? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est à partir de combien de particules, quelle est la taille de l'échantillon qui va permettre d'avoir commencé à avoir une image, entre guillemets, un peu plus globale du puzzle? Damien Dornic. Alors, les 10 neutrinos, là, je parlais de basse énergie, qui est une supernova. On sait que maintenant, par exemple, ce genre de détecteur, on va en détecter pour la prochaine supernova proche aux alentours des 10 000. Ça donne en gros le gain en sensibilité. C'est bien, ça sera mieux déjà. 1000 fois plus sensible. Voilà. Et à haute énergie, ce genre de détecteur, à l'heure actuelle, on en détecte 3 ou 4 par an, avec les sensibilités actuelles. Donc c'est déjà bien, hein, parce qu'il faut vraiment, il faut imaginer, c'est vraiment un exploit, il faut aller les chercher. Hein. C'est 3 ou 4 par an. Et déjà avec ces 3 ou 4, ça nous a permis de caractériser des modèles. On sait qu'il y a des modèles qui en produisent, par exemple, il y a des modèles à l'heure actuelle, théoriques, qui en produisent 1000. Quand nous, on n'en détecte que 2 ou 3, c'est que le modèle, il était pas bon à la base. Donc on peut, même si on n'a pas une découverte forte, on sait qu'on peut contraindre les modèles à l'heure actuelle, justement parce qu'on n'a pas observé autant qu'on voulait. Et la grande difficulté, c'est que tous ces phénomènes de fin de vie sont transitoires. C'est one shot. Ça arrive, ça dure soit quelques secondes, ou même quelques jours, mais ça arrive qu'une fois. Et on parle de ces phénomènes d'explosion d'étoiles qu'on évoquait au début. Exactement, c'est vraiment, ça arrive une fois. Et après, il faut aller étudier un autre système. Ce n'est pas comme un laboratoire où on est capable de reproduire les conditions indéfiniment. Nous, on étudie l'univers. L'univers, et il fait ce qu'il veut. Et il y avait une deuxième partie de la question, je crois. Ça a répondu à votre question. Il y a une question au premier rang. Il y en avait une au fond. Ah, peut-être d'abord. Alors, monsieur au fond, Oui, et ensuite madame et monsieur au premier rang. Bonjour, s'il vous plaît, j'avais compris que le rayonnement cosmique était capté en partie par Pierre Auger. Oui. Est-ce que ça représente toute la gamme d'énergie et donc de particules qui arrivent par le rayonnement cosmique et dont quelques neutrinos aussi, ou bien il n'y a aucun lien entre Pierre Auger et puis ce que vous nous décrivez? Donc, Pierre Auger qui est un autre instrument d'observation astronomique. Oui, donc vous faites bien d'en parler, parce que c'était exactement ça que je pensais qu'on avait oublié de parler. Donc les neutrinos, en fait, c'est des produits à haute énergie, c'est des produits secondaires de l'interaction des rayons cosmiques. En fait, le but fondamental, c'est de découvrir ces sources de rayons cosmiques. Et les neutrinos, lorsque le rayon cosmique va interagir, ils vont produire des neutrinos et de la lumière. Et Pierre Auger, son but, c'est de détecter ces rayons cosmiques de manière directe, à très très haute énergie. Donc là, on est sur une gamme en énergie qui est un peu en dessous. Un détecteur qui serait plus proche, c'est un détecteur, par exemple, qui a fonctionné en Allemagne, à Karlsruhe, qui s'appelle Cascadet. Et là, Pierre Auger cherche à détecter la limite d'accélération des rayons cosmiques dans ces sources. Donc c'est exactement la même chose. Eux, ils le mesurent directement, nous, on le mesure indirectement. Donc c'est vraiment une science qui est très liée. Eux, ils détectent les rayons cosmiques émis par ces sources et qui nous parviennent jusque sur la Terre. Et vous, les neutrinos qui sont émis par ces mêmes sources, mais liés à la physique des rayons cosmiques qui exactement sont les dans mêmes. ces sources. C'est les mêmes, en fait, qu'on cherche à détecter. Sauf que l'inconvénient des rayons cosmiques, c'est très bien, mais c'est que comme ils sont chargés, ils sont sensibles au champ magnétique. Et comme on est baigné dans un champ magnétique, que ce soit dans la galaxie, et donc les rayons cosmiques, en fait, ils vont diffuser. Et s'ils ont une énergie qui n'est pas très grande, mais ils vont être complètement isotropisés. Et donc on va plus voir les directions. Donc on va avoir du mal à les étudier. Et si plus on va à haute énergie,
moins ils sont sensibles à ce champ magnétique. Et c'est pour ça qu'on espère qu'avec Pierre Auger, à très 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 haute énergie, donc on parle d'une particule par kilomètre carré par siècle, qu'on essaye de détecter, on essaye de voir où pointent ces rayons cosmiques. Monsieur au premier rang, et ensuite madame à côté. Donc, je vous remercie pour cette introduction très accessible. Et en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, sur le schéma, on a l'impression que la trajectoire des neutrinos, c'est un peu comme un laser, vraiment en ligne droite, alors que la Terre est un milieu plutôt isotrope, il n'y a pas vraiment de direction privilégiée. Et je me demandais si ça se passait vraiment comme ça, s'il n'y avait pas des zigzags. Et s'il y a aussi la trajectoire du muon, elle suit vraiment pile poil dans la même direction. Et ensuite, deuxième question, est-ce qu'on est capable d'observer directement un neutrino, étant donné qu'actuellement, ici, on observe des muons, on les observe indirectement. Damien Dornick. Alors la première, le neutrino, lui, il va en ligne droite. Il n'est pas sensible ni au champ magnétique, il ne diffuse pas. Lui, c'est vraiment, il faut voir ça comme un perce-muraille. Il va tout droit, tout droit, tout droit. Une galaxie, il traverse. De temps en temps, il interagit. Après, la différence entre le neutrino et le muon de direction, parce qu'en fait, ce qu'on reconstruit, c'est la direction du muon. Ça, c'est le détecteur. Elle dépend de l'énergie, en fait. Et grosso modo, à haute énergie, ils sont quasiment collimatés. C'est un phénomène relativiste. Quand plus on va vite, plus la direction se produit dans la même direction. Et grosso modo, on a une incertitude de 0,1 à 0,2 degrés, qui est quand même grand pour l'astronomie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles. Donc ça, c'est une des façons. Et après, nous, le neutrino, on ne le détecte pas directement, en fait. On le détecte toujours de manière indirecte. On détecte toujours d'autres particules, parce que le neutrino, il n'interagit pas. Donc par exemple, ici, là, on va détecter un muon. Ou si c'est un neutrino de type électron, on va détecter un électron. Et c'est exactement dans les autres détecteurs. En physique des particules, un neutrino, c'est considéré comme une particule manquante. Si par exemple, vous avez 3 corps, il y en a un, il y a une branche de Y qui n'existe pas. Et donc là, on sait que, comme on ne la voit pas, c'est un neutrino. Non, ça, c'est en physique des particules, on ne les détecte pas. On dit que c'est une particule manquante. Et autrement, ce qu'on détecte, c'est soit de la diffusion, un neutrino diffuse sur un électron, lui transmet un peu d'énergie, et on détecte l'électron. Mais un neutrino en lui-même, on ne peut pas les détecter. Madame à côté. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Oui, ça y est. Ça fonctionnait jusque-là. On vous entend très bien. Il ne devrait pas avoir de raison. Alors, vous parliez de neutrinos émis par l'électron noir. Alors, ça m'intrigue un peu. Il me semblait qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait des trous noirs, peut-être des gamma à un moment, il me semblait. Et puis là, vous dites qu'il y aurait des neutrons qui sortiraient des trous noirs. Alors, ce n'est pas directement du trou noir. Il faut voir qu'un trou noir, c'est un phénomène qui est... Quand une étoile explose, il se produit un trou noir avec un disque d'accrétion où la matière est accrétée. Et pour stabiliser le système, il y a 2 jets qui sont émis. Et c'est dans ces jets de matière que les rayons cosmiques sont accélérés et qui interagissent avec la lumière du jet ou l'environnement, par exemple l'environnement de l'étoile, pour créer ces neutrinos. C'est vrai, c'est pas à l'intérieur du trou noir. Un trou noir, il n'y a rien qui rentre. Donc qui c'est sort. pas le trou noir, c'est la formation du trou noir. Exactement. Ah, d'accord. Okay. Et ensuite, donc, j'ai 3 questions. La deuxième, si vous permettez. Dans la deuxième, donc vous ne détectez pas directement le neutrino, mais ses transformations. Si vous détectez par exemple un électron provenant généré par un neutrino, comment vous savez que ça vient du neutrino? Comment vous le savez que ça vient? Et pas d'un électron quelconque voilà. Qui passerait par là, Damien Dornick. Alors ça dépend, en fait, ça dépend de l'énergie. Par exemple, on sait que si on prend un électron, donc c'est un neutrino-électron, le seul particule qui va créer, le neutrino-électron, il va avoir son énergie. Par exemple, il va transmettre cette énergie à l'électron. Et un électron qui se balade, il n'a pas ces énergies, en fait. C'est essentiellement ça. Et autrement, l'autre, c'est dans un détecteur qui est, par exemple, dans une caverne, on contrôle absolument tous les bruits de fond. On sait vraiment isoler les signaux de ce qu'on veut voir.
Et troisième question, donc en fait on parle neutrino, mais on parle de quelque chose par absence, on l'a appelé comme ça, mais on a dénominé de cette façon-là une absence, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas le détecter directement, donc on sait qu'il doit exister, parce qu'on les calcule, dit ça. Ça me fait penser à la matière noire. Parce qu'il y a des théories qui relient le neutrino à la matière noire. Ouais, c'est plus trop d'actualité à l'heure actuelle. Avec la masse, les masses ne correspondent plus. Mais on l'a détecté de manière fortuite. En fait, ce qui se passait, c'est que si on prend une désintégration radioactive, par exemple une désintégration bêta, on pensait qu'il n'y avait que 2 corps. Le noyau fils et un électron. Mais si on a 2 corps, c'est très facile à calculer le bilan en énergie. Et ce qu'on s'apercevait, c'est que le spectre de l'électron, au lieu d'être un seul pic, parce que comme il y a 3 corps, on faisait la différence d'énergie des 2 corps, il nous restait le 3e, ça devait être toujours la même. Et on a eu un spectre. Donc on a supposé qu'il y avait un troisième corps qui, lui, n'était pas visible. Et c'est comme ça que ça a été détecté. C'est un théoricien qui s'appelle Pauli qui a dit, a priori, la seule explication que je vois, c'est qu'il y a un 3e corps qu'on ne voit pas. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé neutre, parce qu'il n'interagissait pas. Un petit neutre, neutrino, ça vient de petit neutre. Et il a fallu attendre 30 d'années pour le détecter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est le premier réacteur nucléaire qui a été à des fins scientifiques a permis de le détecter, parce que dans un réacteur nucléaire, on émet énormément de neutrinos. Je crois même pour la petite histoire que Paoli, quand il a postulé le neutrino, il a dit « j'ai fait une chose horrible, j'ai postulé une particule qu'on ne pourra jamais détecter ». Exactement, c'est vraiment, il met toutes les guillemets, tous les conditionnels que vous pouvez imaginer. C'est la théorie la plus folle que je pouvais penser, c'est on met un 3e corps qu'on ne voit pas. C'est toujours la difficulté. Et il a fallu attendre une 30aine d'années, 20-30 ans pour le voir, le premier réacteur nucléaire dans une mine qui a été à des fins scientifiques. Alors je propose qu'on prenne une toute dernière question si on a une, parce que le temps passe. On aimerait bien rester avec vous, Damien Dornic, beaucoup plus longtemps, mais il va falloir rendre l'antenne. Y a-t-il encore une question dans la salle? Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en reste là. Damien Dornic, merci d'avoir été avec nous, c'était vraiment passionnant. Merci à vous, public, pour vos questions et votre attention.